Podcast, créateur de podcasts en Corse. Le maître mot, grosso modo, c'est Dream Big. Ce que moi je comprenais du monde du travail chez LVMH, c'est toute la notion du process et en fait à quel point le process est la colonne vertébrale de ton entreprise. Si ma façon de voir les choses colle à leur projet de développement, moi je suis ravi d'y participer. On a dans l'idée d'avoir ce binôme cédant-repreneur, d'être en mesure de fêter un siècle. Bonjour et bienvenue dans Capsule, je suis Audrey Royer et aujourd'hui je ne suis pas dans le studio habituel, je suis à Bastia pour parler MEDEF, pour parler Comex40. Enchanté. Enchantée. Bienvenue. Merci beaucoup, donc on est dans les locaux du groupe Ferrandi. Merci beaucoup de m'accueillir, d'accueillir Capsule. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va commencer par une présentation. Tu nous Oui. parleras aussi de ton parcours et après on terminera par le MEDEF, le Comex40 et aussi pourquoi on fait cette vidéo. Top. Bon, alors je me présente, je m'appelle Antoine-Joseph Ferrandi. Aujourd'hui, j'occupe un poste de direction au sein du groupe Ferrandi, qui est un groupement de sociétés spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de manière plus ou moins large, ou du moins de manière plus ou moins élargie avec le temps. Je dirais qu'en termes, donc, déjà en termes de parcours, qu'est-ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, puisque c'est une aventure qui a démarré pour moi il y a 18 mois seulement. Eh ouais. Bien que j'ai dépassé la trentaine, il n'y a pas si longtemps, mais ça va. J'ai une formation donc d'ingénieur civil et d'architecte. J'ai été diplômé d'architecture à l'école de Paris-Malaquais. Et j'ai travaillé au sein de la maison Givenchy dans le groupe LVMH pendant 6 ans, où j'ai occupé un poste de management à visibilité globale. Donc, j'ai géré des projets et des équipes des US au Japon en passant par le Moyen-Orient. Incroyable. Voilà. Pour faire la petite parenthèse, donc c'était en lien avec ma formation d'architecte, puisque j'étais en charge du design concept et du déploiement des activités. Des boutiques ? Des boutiques, pop-up store, que ça soit au niveau du design concept, gestion de projet, technique, gestion des budgets, management, etc. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un brief, où on nous dit il faut ouvrir à cet endroit-là à telle date, j'étais en charge du design concept jusqu'à l'ouverture, donc ça passait par toutes les phases de projet. Okay. Donc c'était très intéressant. Oui, donc même budget, donc au final ça te fait une vision presque globale. C'était vision 360, on l'appelait comme ça. Ça a été très très formateur, forcément. C'était une expérience pro assez incroyable. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à quitter une telle position ? C'était pas le manque de Bastia ou le manque de la Corse, mais c'était plutôt l'envie d'entreprendre. Okay. Et dans mon cadre, entreprendre, ça aurait été idiot de ne pas prendre en considération le groupe Ferrandi. J'aurais pu partir absolument de zéro et faire tout autre chose. Alors ça aurait été dommage du coup, quitte à entreprendre, de laisser tomber une histoire familiale qui a 90 ans, ça fait longtemps. Okay. C'était plutôt l'aventure entrepreneuriale, c'était mon projet professionnel qui m'a poussé à partir. Bien que rien ne me déplaisait dans mon travail, bien au contraire, c'est plutôt autre chose qui m'a motivé. C'est-à-dire je ne marche pas en négatif. D'accord, c'était sur une démarche très positive. J'en ai parlé donc à mon père et ses 2 frères, puisque le groupe est géré toujours en famille, donc depuis le tout début. Et aujourd'hui, c'est mon père et ses 2 frères qui gèrent le groupe. Je leur ai proposé un projet d'insertion au sein du groupe et quelle est la plus-value que je me voyais apporter et est-ce que ça leur conviendrait ? Je leur ai proposé un projet, parce qu'après, il était quand même hors de question de quitter ma position chez LVMH et d'arriver ici pour me laisser trimballer à gauche, à droite. Pour un projet peut-être qui ne te correspondait pas. Qui ne m'aurait pas correspondu. Voilà. Parce que dans tous les cas, il faut respecter aussi que mon père et mes oncles soient là avant. Donc, ils gèrent le groupe comme ils l'entendent. Si ma façon de voir les choses colle à leur projet de développement, moi, je suis ravi d'y participer. Si ce n'est pas le cas, c'est pas un problème. Moi, j'ai dit, si ça vous convient, ça me fait plaisir. Si ça ne vous convient pas, ça me fait plaisir aussi. Oui. Je continue ma vie et il n'y a pas de sujet. C'est un peu le mindset de tout prendre de manière assez positive. Et on ne peut pas toujours avoir, on ne peut pas tout le temps être d'accord sur tous les sujets. Donc, si on n'est pas d'accord sur un sujet, il faut le prendre de façon positive. C'est pas une crispation. Ça aurait pas été contre toi, ça aurait été peut-être contre le projet que tu imaginais, ou la façon dont tu souhaitais entreprendre, peut-être. Ouais, mais en fait, je pensais, s'ils n'avaient pas été d'accord, ils n'auraient pas été contre moi. Ils auraient été pour les intérêts qu'ils auraient vus pour le groupe.
C'est comme ça qu'en tout cas j'ai vu les choses. Bon, dans tous les cas, pas de sujet à ce niveau-là, puisqu'ils ont accepté la proposition, je dirais. Et donc mon arrivée a démarré en juin 2024. Donc au final, je suis pas rentré pour aller que à la plage. Attention, parce qu'on a quand même un pic d'activité pendant l'été dans les activités du carburant. Mais rentrer dans une structure de la taille de Ferrandi, ça demande quand même quelques moments pour appréhender la structure dans son ensemble, bien que j'ai grandi dedans, mais bon, elle a aussi évolué ces 30 dernières années. Le monde a changé. Tant que tu ne travailles pas, peut-être, c'est pas pareil. Exactement. Rien ne vaut l'insertion pour comprendre de quoi on travaille, de quoi on parle, pardon. On ne peut toucher du doigt qu'en pratiquant. Je suis parti de zéro sur la connaissance du secteur. Par contre, dans ce que je devais apporter en tant que membre de l'équipe dirigeante, j'avais quand même une certaine expérience. Une fois tout ça passé, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut remettre en pratique ça dans un contexte, dans un secteur d'activité qui est complètement différent, dans une taille d'entreprise qui n'a strictement rien à voir, parce que je veux bien qu'on soit quelques-uns au sein du groupe, on ne travaille pas à la même échelle du tout, hein, ça je n'apprends rien à personne. 18 mois arrivés sur la Terre, et ça fait une bonne année que j'ai l'impression, en tout cas, de commencer à être en maîtrise, plus ou moins partielle, du sujet. C'est-à-dire que je commence à être en mesure d'évaluer les choses, en mesure de voir dans un processus déjà qui a été analysé, d'essayer de comprendre où est-ce qu'il peut y avoir des points de rupture, certaines anomalies dans la chaîne. Bon, certaines parties de l'organisation restent assez floues, mais je pense qu'il faut prendre le contre-pied et en fait partir de l'objectif et peut-être le redéployer, plutôt que de s'acharner à comprendre exactement comment tout fonctionne dans la société que tu intègres, parce qu'il y a quand même des dynamiques dans une entreprise de taille intermédiaire, je dirais, ou TPE-PME, qui sont propres à cette entreprise-là et aux personnes qui la composent à cet instant T. Ce que moi je comprenais du monde du travail chez LVMH, c'est toute la notion du process et en fait à quel point le process est la colonne vertébrale de ton entreprise et par conséquent, chaque maillon qui part ou chaque maillon qui intègre viennent se plugger à leur étape du process. Donc en fait, ta structure ne change pas. En Corse, spécifiquement sur des entreprises plus petites, tu te rends compte que les composantes de ton entreprise constituent le process, mais du coup, dès que tu as un départ, c'est la catastrophe. Donc, tu as la perte d'efficacité qui va avec, la perte de connaissances, et du coup, la perte de temps quand tu recrutes quelqu'un. Parce que quand tu recrutes quelqu'un, que tu repars de zéro, alors que ça fait 10 ans que tu as quelqu'un qui développe un poste, c'est quand même compliqué. Alors, la personne ne part pas, je dis pas que les gens partent comme des voleurs, mais en fait, comme on n'a pas vraiment de process identifié, rien n'est alimenté de manière officielle par cette personne. Et du coup, quand cette personne part, elle part avec la connaissance. Elle ne laisse pas la vertèbre qu'elle a intégrée de la colonne vertébrale. Et tout ce qu'elle a appris pendant ces longues années. Exactement, et tout ce qu'elle a apporté, toute ta plus-value qu'elle a pu apporter à la société. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai saisi directement en arrivant. Puisque en même temps que moi, il y a un membre de l'équipe qui est arrivé, un membre de l'équipe plutôt en termes de responsable, je dirais, et je me rends compte que c'est un poste donc, qui a connu pas mal d'allers-retours. Sur des postes un peu clés qui changent tous les 4-5 ans, c'est difficile de mettre en place une stratégie de développement à court moyen terme déjà. Et je me rendais compte que, oui, il y a des creux de connaissances dans la chaîne. Et ça, c'était la première chose à identifier. Là, maintenant, on commence à être un petit peu capable de mesurer. Voilà. Donc, mesurer, déjà, c'est se donner les outils pour comprendre. De manière générale, quand tu demandes aux gens qu'est-ce que ça évoque pour vous, Ferrandi, les Bastiais te diront le chalet. Oui, c'est le point de vente flagship de Ferrandi sur le réseau aujourd'hui. Cependant, les activités de Ferrandi, donc historiquement, c'est quand même un acteur majeur dans la distribution de fuel, de combustible de chauffage. Bon, on parle d'activités qui datent d'avant les années 50, bien évidemment. Mais nous sommes aussi, donc on est grossiste, on est devenu grossiste en produits pétroliers, on est aussi transporteur de produits pétroliers, on travaille avec RBP sur les sites aéroportuaires pour l'avitaillement. Donc l'avitaillement, c'est le plein des avions, vulgairement. Ça, c'est l'activité historique de Ferrandi qui...
à partir des années 2010, a consolidé la notion de gestion de réseau. La gestion de réseau, c'est la gestion du réseau de stations-service. Donc Ferrand, il déploie son activité à travers ses partenaires qui comptent aujourd'hui, ça oscille entre 27 et 22 stations-service. Évidemment, une période du Covid te fait descendre un petit peu la jauge de 27 à 22. On est sur beaucoup de projets de réouverture de sites, parce que bon, il a fallu aussi il faut se redéployer, se réorganiser pour. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Donc partout en Corse, hein? Oui. Pas que Haute-Corse. Hein? Oui. Haute-Corse, Corse du Sud. En fait, la fusion de Ferrandi avec l'équivalent Corse du Sud en 2011, il me semble, nous a permis de se déployer sur toute l'île. Ok. Donc ça, c'est l'activité historique de Ferrandi, carburant, qui elle-même a évolué au fil du temps et qui continue de se déployer, permet d'asseoir, en fait, ça te permet de prendre appui pour développer tes activités sur d'autres secteurs de l'énergie. Donc ça fait quelques années déjà que Ferrandi est un acteur dans le secteur biomasse. Qu'est-ce que le secteur biomasse? Le secteur biomasse, c'est relatif aux énergies bois, grosso modo. Donc à travers deux sociétés, Corse Bois Granulé et Corse Bois Énergie, on développe une activité qui s'articule autour du combustible bois. Alors, on ne se substitue pas à la filière bois. Cependant, on doit s'approvisionner en matières premières bois pour délivrer ce qu'on appelle de la plaquette forestière, ce qui est destiné à des grosses unités de chauffage, des chaufferies, par exemple Corté. Corté, au niveau du site de la gare, tu sais, cette grande cheminée. Ça, c'est la chaufferie de Corté. Et la chaufferie de Corté alimente le réseau de chaleur urbain. C'est-à-dire que, il me semble que 40% de la ville de Corté est reliée au réseau de chaleur de la ville. Et en fait, ce réseau de chaleur, il fonctionne comment? Il brûle de la plaquette forestière qui est produite par Corse Bois Énergie. Donc Corse Bois Énergie s'adresse plutôt à des tailles marché public, collectivités. Tu brûles de la plaquette forestière qui s'adresse à des chaufferies qui viennent alimenter des réseaux de chaleur à l'échelle d'une ville comme Corté. Il y a les projets sorties de gaz de Bastia, d'Ajaccio par exemple, où il y aurait des usines de cogénération où on viendrait brûler du déchet avec du combustible bois et en résulterait en partie de la chaleur à rediffuser à travers le réseau de chaleur. La Cité Aurore a une petite chaufferie par exemple. Tu vois? Bon, ça ce sont les projets pour la souveraineté énergétique de l'île, je dirais. Donc à travers Corse Bois Énergie, tu t'adresses à des volumes un peu plus importants, alors que Corse Bois Granulé, qui est aussi une société du groupe Ferrandi, Corse Bois Énergie on est associé avec la collectivité par contre, Corse Bois Granulé, c'est la chaîne de production de granulés du granulé de bois, made in Corsica, puisque l'île est composée plutôt pour les foyers ou pour des chaufferies de taille intermédiaire. Par exemple, sur un marché de collèges et de lycées, dans le renouvellement des équipements de chauffage, parce que beaucoup sont chauffés au fioul, par exemple. Donc dans ce renouvellement d'équipements de chauffage, il y en a qui passeraient en biomasse, et forcément, selon l'accessibilité, le positionnement de ton unité de chauffage, tu peux privilégier soit la plaquette, soit le granulé. Parce que déjà, de base, il est question de volume, mais il est question d'accessibilité. Parce que Ferrandi, aujourd'hui, est le seul groupement capable de te proposer, en fait, sur l'activité biomasse, la production d'énergie et sa gestion. Et oui, parce qu'en fait, nous sommes producteurs d'énergie, en fait, aujourd'hui, avec cette activité-là. Et spécifiquement sur le granulé de bois, Ferrandi est le seul groupement qui est capable de te proposer une vente gros débit, je dirais, une vente en vrac, pas seulement de la vente en sachet. C'est-à-dire que pour des chaufferies de taille intermédiaire non accessibles pour une livraison en plaquettes, mais plutôt une livraison granulée, parce qu'en fait, la livraison granulée, comme les granulés sont plus petits, tu peux livrer en camion souffleur avec un flexible. Et ça pousse le granulé, donc tu peux livrer aussi en hauteur. Alors que la plaquette étant plus grande, plus grosse, plus lourde, tu peux livrer qu'en gravitaire. Donc l'accessibilité, bon ça ce sont des détails, mais c'est pour te donner un peu de vision sur le fait que Ferrandi, donc aujourd'hui, est un acteur majeur dans l'activité de grossiste
en carburant, produits pétroliers, dérivés, etc., 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 mais aussi, du coup, est l'acteur majeur de l'activité grossiste granulés de bois, Ok. que l'on déploie et qu'on assure à travers l'approvisionnement, mais du coup, en assurant aussi le transport. Parce que chez Ferrandi, peu importe l'énergie, que ce soit carburant Vous ou faites granulé, aussi transport. le transport est intégré. Ça, c'est une plus-value qui est pas mal. Ça nous permet, au niveau du site d'exploitation, que ce soit Bastia ou Ajaccio, d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe et une maîtrise un peu plus accrue, puisque Oui. tu ne sous-traites pas le transport. Et en tout cas, s'il y a une mauvaise surprise, tu es au courant directement. Et du coup, tu peux ajuster, Oui. tu vois, ou du moins travailler avec le client pour faire en sorte de répondre quand même à son attente s'il y a un imprévu, tu vois. Ça, c'est pas mal. Et la clé de voûte, du coup, la Ok. clé de voûte de tout ça, c'est la maintenance climatique. Donc d'ailleurs, sur nos locaux les locaux à Borgo, donc le siège Haute-Corse de Ferrandi, à côté, il y a en fait Engie Cofeli, Mhm. qui a été racheté par le groupe il y a maintenant quelques années aussi, qui s'appelle donc MCI, Maintenance Climatique Insulaire. Ok. MCI, c'est une entreprise qui se déploie à travers une quarantaine de techniciens sur toute l'île, Bastia, Ajaccio, la Balagne, l'extrême sud, etc. Cette entreprise-là assure la maintenance des CVC. Chauffage, climatisation, ventilation. Donc dans le secteur MCI, dans le secteur de la maintenance en Corse, MCI est un des acteurs majeurs aussi. Il s'adresse au marché public, aux collectivités, bâtiments publics, voilà. Donc on a un portefeuille client qui est assez développé sur cette activité-là aussi, un volume d'affaires qui est assez important. Ça fait combien de sociétés au sein du pour groupe, le groupe, ouais. Alors, au sein du groupe, l'activité carburant, elle est déployée sur majoritairement 2 sociétés. Carbu, une société de maintenance et 2 sociétés dans la filière biomasse. Ok. Ah, ça, ce sont les sociétés piliers. Oui. Après, forcément, il y a plein de sous-sociétés pour des exploitations particulières de certains points de vente, puisque dans le réseau de stations-service, on s'appuie sur des partenaires. Mais au sein du réseau, Ferrandi est aussi propriétaire de certaines stations du réseau. Vous en avez ouvert aussi en propre. Voilà. Oui. Oui, parce qu'en fait, historiquement, avant de se positionner en tant que gestionnaire réseau, indépendamment, la famille Ferrandi avait des points de vente de stations-service, mais en fait, en termes d'exploitation, l'approvisionnement était toujours fait par le pétrolier. Voilà. Ouais. Okay. Aujourd'hui, elle est assurée par Ferrandi. Et après, vous l'avez localisé. Oui, c'est ça. En fait, le pétrolier Esso, que l'on représentait depuis les débuts de Ferrandi Carburant, en tout cas, dans sa méthode de fonctionnement, en tout cas sur l'île, nous a délégué beaucoup de choses. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à être assimilé à un gestionnaire de réseau. Okay. On est un petit peu en amont de l'activité. Okay. Et ce qui est très très intéressant, parce qu'en fait, en termes de stratégie, en termes de vision, de déploiement et de pilotage. D'optimisation des coûts aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. Et puis tu mobilises des partenaires. Voilà. Tu vois ? Oui, parce que tu es insulaire. Et ça doit fonctionner mieux que si c'est une grosse société comme ça qui vient peut-être. Oui, comme d'habitude, ça a ses avantages et les avantages de ses inconvénients, les inconvénients de ses avantages, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas gagnant sur tous les tableaux. Tu as une proximité qui te permet d'aller assez loin sur certains sujets, la confiance étant là et la proximité faisant que. Cependant, quand il y a des problèmes, la proximité fait que... Ils savent que c'est vous, quoi. Et en fait, parfois, il y a un peu de confusion. Parce que certains problèmes résultent d'une politique générale. Alors, je te dirais même pas que nous répercutons, non, que nous subissons également. Mais la proximité insulaire fait que parfois il y a un petit peu d'amalgame, donc tu te retrouves à gérer des situations pas forcément rocambolesques, mais dans le quotidien, je pense que pareil, c'est quelque chose à identifier. Il faut faire attention à ce que ça à ce que ça reste assez cohérent avec ce qui se passe en réalité.
En Corse, et ceux qui regardent Capsule, c'est majoritairement des solopreneurs ou des TPE. Et je pense que ton témoignage, il est précieux, justement parce que tu nous ouvres un petit peu ces œillères de en Corse, on ne peut pas faire de grosses entreprises parce qu'on est sur une île et parce que le territoire, il est trop petit et donc ça... Voilà, faut rester petit, faut rester les pieds sur terre. Et au final, je pense que là, tu es en train de casser nos œillères, tu vois, tu es en train de décloisonner un petit peu ce qu'on a l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais conscience des entreprises du territoire? Comment tu es arrivé? Avec quelle dynamique tu es arrivé? J'adore cette question. Premier point, le maître mot, grosso modo, c'est dream big. Non, parce que blague à part, c'est un parallèle que je fais souvent, que ça soit chez Ferrandi ou avec les adhérents du COMEX, même mes amis. Moi, je pars du principe que tu n'as de limite que celle que tu te fixes. Point barre. Il n'y a personne, après là, il n'y a personne qui a le droit de te dire qu'est-ce qui est suffisant pour toi, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Ou que ton ambition n'est pas à la bonne. Ouais, ça, franchement, je suis pas d'accord. Et quand j'ai intégré le groupe, dans ma famille, on a plutôt tendance, je pense qu'on est plutôt discret. On m'a souvent dit, oui, mais enfin, ici, t'es pas chez LVMH. Et sur l'ambition, moi je réponds, oui, merci, je suis au courant. Cependant, qu'est-ce qui nous empêche de devenir LVMH. Un LVMH, du carburant, des énergies. Ouais, tu vois ce que je veux clair. dire? Évidemment que je suis lucide et que je sais très bien que tu as quand même l'opportunité de développer des business plus ou moins importants. Évidemment, il y a certains business qui ne peuvent être menés, si ce n'est en s'appuyant sur l'île, c'est en se déployant aussi à l'extérieur de l'île. Une entreprise corse, ça ne veut pas dire une entreprise qui se limite au territoire. Au territoire. Une entreprise corse, c'est une entreprise corse. Enfin, je veux dire, moi, je suis corse, bastiais. C'est pas parce que j'étais à Paris que j'étais moins bastiais. Et pourtant, j'étais plus à Bastia. Donc, je vois pas pourquoi une entreprise corse sera moins corse si elle étend ses domaines d'action, enfin, ses périmètres d'action à l'extérieur de l'île et qu'elle devient quelque chose de plus grand. Alors, tu as tes contraintes techniques, financières, l'export, les coûts, mais il faut réfléchir autrement. Mais la motivation et l'ambition ne doivent jamais être limitées. Après, la lucidité, c'est important. Oui, mais je pense que ça, en tant que chef d'entreprise, quoi qu'il en soit, tu l'as toujours, mais c'est l'ambition peut-être qu'on peut de temps en temps manquer. Et ça me fait sourire ce que tu me dis, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a le fondateur de Good Barber qui en parlait de ça justement. J'assiste à une réunion avec lui et il disait on a fait une première boîte où on est resté français et en fait la seule limite qu'on a eue c'est notre ambition alors qu'on aurait pu la faire internationale. Notre deuxième boîte, on s'est pas fixé de limite, on est international. Il n'y a pas de limite. Et en fait ça m'a, tu vois, ça a commencé à me faire réfléchir en mode, mais quelle barrière tu te mets là en fait pourquoi tu veux te limiter à la France? Ou pourquoi... Et puis on verra, on s'en fout, mais si tu te le dis pas, tu le feras pas. Exactement. Tu ne peux pas résoudre un problème si tu ne l'identifies pas. On est d'accord? Et l'identifier, c'est la résolution de la moitié du problème. Voilà, et en identifiant, tu as déjà résolu la moitié du problème. Du coup, ça me permet de mettre en avant un peu cette notion de visibilité. C'est sûr que si tu t'interdis de dépasser le col de Vitsavone, difficile, tu t'en fous. Vise Tokyo, puis tu iras au pire jusqu'à Osaka. Enfin, tu vois, c'est pas grave, mais c'est déjà très bien. Tu comprends? Et ça, c'est un discours qu'il faut même pas conserver, c'est un discours qu'il faut apporter sur la génération d'entrepreneurs qui arrivent. Vous n'avez de limite que celle que vous vous fixez. Point. Si tu veux, avec donc Marine Casanova, qui est coprésidente du COMEX 40, et le thème de la transmission des entreprises en Corse, qui est le thème de travail du COMEX 40,
donc que l'on a constitué au mois de juin, que l'on a officialisé au mois de juin 2025. On est 17-18, donc entre 15 et 20, quoi, grosso modo, membres du COMEX 40. Donc on travaille sur la transmission d'entreprise en Corse. Et je reviens sur la notion de les profils juniors ont besoin d'être accompagnés par les profils seniors pour avancer. Et les profils seniors, à un moment donné, ils ont besoin des profils juniors pour les aider aussi à continuer d'avancer, tu vois. Dans la transmission d'entreprise, on a identifié, c'est le parallèle par rapport au MEDEF, parce que le COMEX est une cellule au sein du MEDEF. Hein. Quand tu accuses une transmission d'entreprise, tu identifies déjà de manière stricto sensu 2 acteurs majeurs. Le cédant, mais aussi le repreneur. Parce que la transmission, ça va dans les 2 sens fondamentalement. Oui. Ça concerne de manière équivalente 2 profils principaux, le cédant, le repreneur. Et si tu dois juxtaposer ça au monde entrepreneurial, si on doit faire le parallèle avec le MEDEF, le COMEX 40 sont des jeunes entrepreneurs qui sont plutôt censés être repreneurs plutôt que cédants. Après, je souhaite à tous les adhérents du COMEX 40 Corsica de faire fleurir leurs entreprises et de se faire racheter ne sais combien par des gros groupes avant leurs 45 ans, puisque la limite d'âge du COMEX 40, c'est 45 ans. Bon, nous, on est loin, ça va. Mais c'est pas le cas. On est tous plutôt créateurs ou repreneurs à court moyen terme d'entreprise, sachant que les profils qui constituent les adhérents du MEDEF sont un peu plus seniors. Sont plus seniors et eux sont plutôt susceptibles d'être des cédants d'entreprise. Et dans tout ce qu'on est en train de mettre en place avec Marine en termes de livrables, qui d'ailleurs fait aussi l'objet de cette interview. Je vous invite à aller regarder l'interview de Marine, qui du coup arrive 1 semaine avant la tienne. Exactement, voilà. C'est vrai. On a dans l'idée d'avoir ce binôme cédant-repreneur. Mais ça, tu peux le faire coller avec MEDEF COMEX. Et on a effectué un premier atelier de travail hier. Il y avait une rencontre MEDEF qui était, je dirais, co-organisée avec le COMEX, où nous avons convié, on était 5 du COMEX, sur 20 personnes. Donc les 15 autres personnes étaient composées d'adhérents du MEDEF et de quelques chefs d'entreprise extérieurs à l'organisation. Et ça, on a eu une session de travail commune sur le thème de la transition. Alors, on a déconstruit le thème. Hein. C'est pas la transition écologique. Non, c'est la durabilité des entreprises. C'est la durabilité des entreprises sous le prisme, forcément, de la transition. Je suis toujours obligé de mettre ce mot écologique, mais en fait, c'est comment faire en sorte que cette transition, dans la réglementation, que ça soit écologique, économique, réglementaire... Et même humaine. Devienne un tremplin lors de la transmission et non plus un frein. Parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que les choses évoluent très vite. Donc cette notion de transition, elle est permanente. Ton entreprise est toujours en transition. Au-delà de sa propre transmission. D'un dirigeant à l'autre. Et on avait dans l'idée, du coup, on a commencé hier, à mettre en place, à l'occasion de certains événements, des groupes de travail comme ça qui confrontent des adhérents du MEDEF, des adhérents du COMEX. Et on voulait mettre en place certains binômes, tu vois, sur la durée de travail, transmission d'entreprise, pour agrémenter notre livrable. Alors d'interviews, de podcasts, d'ateliers, comme on a fait hier, dont les résultats de l'atelier viennent alimenter notre carnet d'études. Et ça, c'est pas mal. Et je trouve que plutôt que de rouspéter et de dire, bon, oui, il faut que les choses changent, on part du principe que nous devons être aussi moteurs de ce changement et accompagner le changement. Mais au final, ça reste la vision de l'entrepreneur. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est être moteur de quelque chose. Parce qu'on peut venir se positionner en bloc et dire, les choses, elles doivent changer. Regarde, c'était tous les mêmes, costume bleu marine, truc. Bon, ça, c'est le constat. J'en parle parce que ça fait rire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce dont je suis en train de te parler, et ce que Marine a sûrement expliqué de manière beaucoup plus approfondie, en fait, c'est notre façon de prendre le contre-pied, d'être moteur du changement, de ne pas se positionner seulement en rupture, parce que te positionner en rupture, à part... Généralement, ça marche pas. Mais non, en plus. Frustration et cristallisation. Voilà. Et des 2 côtés. Si demain on vient et qu'à la nouvelle génération, on leur dit ça, c'est pas moteur non plus. Donc en fait, il faut que ça soit...
une discussion et ce binôme, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton aventure entrepreneuriale? Success, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Honnêtement, je pense que là, l'objectif pour la suite de l'aventure, c'est d'être en mesure de fêter 1 siècle d'existence, mais pas en format dégradé. Genre, il faut qu'on soit au taquet de l'activité et qu'on sente que ça soit le début du reste de l'aventure, en fait. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est de se dire, de se retrouver dans 10 ans et de se dire, là, on fête les 100 ans des établissements Ferrand, ok, mais pour autant, on a l'impression que c'est le début de la prochaine aventure et pas la fin de la première. Ça, je pense que ça serait le meilleur cadeau professionnel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout ce qu'on Écoute, souhaite. on fera en sorte que ça marche, on touche du bois. Merci, un grand merci pour tout ce que tu as partagé dans Capsule. On met toutes les informations du MEDEF, du COMEX et aussi du groupe Ferrand en description. Et puis on se voit la semaine prochaine encore avec un autre membre d'Icomex 40. Parfait, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de participer au podcast avec toi et hâte pour les prochaines aventures. Et puis je te souhaite tout le meilleur dans ton aventure professionnelle.